Salut à tous et bienvenue sur le dernier épisode de Manga Pod Présentation pour la fin de cette saison. Et oui, je sais, je suis extrêmement en retard, mais bon, vous avez vu la vidéo explicative précédente, hein? Non? Bah alors... Cliquez sur ce petit droïde. Là, juste là. Hein? Et... Bon, comme c'est un épisode de fin de saison, on va un petit peu changer les méthodes d'approche et de montage. Je ne vais rien vous dire, je vous laisse découvrir les autres changements par rapport aux autres épisodes précédents. Allez, c'est parti! New intro! Là, ici, pas de changement. Je garde la présentation classique, mais légèrement modifiée par mon vieux favori. Sortant ses explications de ses grimoires wikipédiesques, simple, académique. Allez, vas-y. Bien, on prend du service. Alors, je me suis un petit peu amélioré pour l'écriture. J'espère que ça vous plaira, les jeunes. Code Geass, le louche of the Rebellion, ou Kodo Geass, Hangaku no Rush. Ouais, je me suis amélioré en japonais. Est une série d'animation japonaise créée par Sunshine, responsable des diffusions de Cowboy Bebop, Gintama, Tiger and Bunny et d'un nombre incroyable d'animés sur des Gundam. On se demande alors pourquoi ils ont produit Code Geass. Non, je suis sûr que c'était parce qu'ils adoraient les petites lolis. Hein. Les petites lolis. La réalisation est dirigée par Goro Taniguchi. Taniguchi, non, c'est pas ça, c'est pas du Tamagotchi. Pardon. Qui a participé à des séries comme Yu-Gi-Oh! La première des premières. Celle que j'ai connue à l'âge de mes... J'ai quel âge déjà? Mais aussi Yu-Gi-Oh! Zexal. C'est fou à quel point on peut tomber plus bas que terre après avoir atteint les sommets. Le scénario est d'Ichiro Okuchi, qui prépare au projet de la première série d'animation de... Mao Sensei Neima. Celle de 2005. Eh ouais. C'est beau qu'ils aient travaillé sur deux séries qu'on apprécie tous les deux. J'en pleurerais si j'avais pas perdu mes glandes lacrymales. Mais il a aussi participé à une trilogie d'animation. Berserk Golden Age Arc. Ah ouais. Il en a dans le portefeuille, le petit con. Le character design est le fruit de la collaboration entre le studio Clamp, qui dessina les esquisses des protagonistes, et de Takahiro Kimura, responsable de la finalisation de ces designs, et créateur des autres personnages. Takahiro a quelques séries à son actif, mais je ne peux malheureusement pas les faire ressortir puisque je n'en connais quasiment aucune. Même pas du tout. Je n'ai pas la science infuse, moi. Oh, je suis vieux. Au Japon, la série a commencé sa diffusion sur MBS le 5 octobre 2006
et sur la chaîne satellite Animax le 7 novembre 2006 aussi. La série fut planifiée sur 50 épisodes, ce qui aurait été un petit record personnel pour ce petit style de série. Mais malheureusement, sa planification fut arrêtée quelques mois plus tard, au 23e épisode. Et c'est le 21 juillet 2007 que sortit 2 autres épisodes supplémentaires. La diffusion de la seconde moitié donc commença le 6 avril 2008 sur MBS et s'est terminée le 28 septembre 2008, mettant fin à la série. Ce qui nous a donné non pas une seule saison mais 2. Plusieurs OAV ont ensuite vu le jour, et dans les pays francophones, la série a été licenciée par Kazé. Le vent là, ouais, celui qui ne donne rien. Il existe aussi plusieurs adaptations en manga, par Kadokawa Shoten, une maison d'édition japonaise dont on peut leur allouer les Neon Genesis Evangelion, High School of the Dead, Girls Bravo, Deadman Wonderland et Cowboy Bebop Shooting Star. Eh ouais, ils en ont des beaux trucs, malgré ce qu'ils ont fait comme conneries avec la série Code Geass. Chaque manga est centré sur un personnage différent et place les personnages dans des univers divergents de l'animé. Ce qui malheureusement n'a pas vraiment bien marché de notre côté de la France. Le manga papier n'a pas vraiment eu un grand succès, car il divergeait trop de l'animé. Il ne montrait absolument pas la série comme elle l'était. Eh oui, Jamy, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Dans les pays francophones, ils ont été édités par Tonkam, ou Tonkam, allez savoir. Des light novels ont également vu le jour, mais ils n'ont jamais passé la frontière française. Et je crois que c'est tout. Voilà pour la présentation technique. Je te laisse la suite, Darky. Moi, je vais aller me prélasser au soleil. Oh merde, il fait nuit. Merci le vieux. Bon, pour la présentation du premier épisode. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur MPNP, Manga Pod New Presentation. Et nous allons commencer par le tout premier épisode de la série animée de Code Geass, Lelouch of the Rebellion. Le manga commence par une présentation assez rapide et explicite du contexte géopolitique du monde. Les États-Unis se sont décidés à devenir les maîtres du monde, et ont alors commencé leur conquête par l'Amérique tout entière, du nord au sud. Fondant alors le Saint-Empire de Britannia et se clamant d'être les véritables Masters of this World, leur conquête s'étendra et ils réussiront à obtenir près d'un tiers du monde connu, soit l'ensemble du continent américain et océanien, hormis l'Australie. La superpuissance va alors s'intéresser au Japon, pays neutre dans le conflit entre l'Empire britannique et la Fédération chinoise, et à ses ressources. Déployant ainsi tout son arsenal, les Nightmare Frame, les mechas d'une puissance de destruction phénoménale, le Japon se fait écraser en quelques mois. Il y perdra alors sa liberté, son indépendance et son nom. Ainsi renommé Area 11, comme la 11e conquête de l'Empire, les Japonais sont devenus les 11. Et le japonais est devenu l'Ilevenien. Non. Dans ce contexte de domination absolue et de guerre perpétuelle, un homme va changer le monde. Et cet homme est Lelouch. De son nom Lelouch Lampe Rouge, ou Red Lamp pour les Britanniques, ce jeune lycéen britannicien, qui s'amuse à affronter des aristocrates britanniens dans des jeux d'échecs en délaissant les cours, va se retrouver embrigadé dans une action terroriste sans vraiment le vouloir. Les terroristes en question transporteraient une espèce de bombe étrange, qui serait une arme de dissuasion importante pour l'Empire. Alors qu'une course-poursuite se met en place, le camion transportant notre Lulu désemparé a un accident et se retrouve embourbé dans les souterrains. À ce moment, un jeune garde impérial, les Japonais ayant reçu la nationalité britannienne, appelé Britannia d'honneur, tentant d'arrêter les terroristes, ce dernier se révèle être un ami d'enfance de Lelouch, Kururugi Suzaku. Ce dernier tente de le sauver du bourbier dans lequel il s'est mis. Twist de l'histoire, la bombe est factice, et à l'intérieur se trouve en fait une jeune femme aux cheveux verts. Le reste de l'escouade arrive et tente de nettoyer la zone. Suzaku se fait tirer dessus, Lelouch semble condamné, mais l'un des terroristes survivants fait exploser une véritable bombe dissimulée dans le camion, offrant une occasion à Lelouch et à l'étrange fille muette aux cheveux verts.
À ce moment, le prince Clovis, gouverneur de l'Area 11, ordonne le nettoyage du quartier de Shinjuku. Un quartier détruit par les invasions successives britanniennes, où résident quelques Eleven et des poches de résistance. Dans l'espoir de retrouver cette bombe. Malheur après malheur, le jeune Lelouch se retrouve dos au mur. La jeune fille muette, une balle dans la tête, et des gardes impériaux corrompus et sans scrupules, prêts à le descendre. La situation semble perdue, et le manga a l'air de partir en one-shot. Mais, grâce à un miracle digne d'un Son Goku, la jeune fille revient d'entre les morts pour donner à Lelouch un don étrange. Ce dernier, écoutant son instinct, n'hésite pas une seule seconde à utiliser cet étrange pouvoir. Il ordonne ainsi aux soldats de mourir tout en donnant son véritable nom. Les gardes s'exécutent, nous laissant sur ces dernières images choquantes. Yes, Your Highness! あの日から俺はずっと嘘をついていた。生きてるって嘘、名前も嘘、経歴も嘘、嘘ばっかりだ。全く変わらない世界に飽き飽きして、でも嘘って絶望で諦めることもできなくて、だけど手に入れた力を。だから Ainsi se termine cette présentation du tout premier épisode de l'anime. Nous pouvons donc arrêter de la jouer présentateur du journal télévisé pour parler de la seconde partie de Mangapod présentation. Allez, à vous les studios. C'est là qu'intervient le changement. À la base, j'étais parti sur une autre approche de la présentation, mais celle-ci n'avait vraiment aucun intérêt. J'ai donc décidé d'abandonner l'objectivité pour faire appel à un élément particulier et délicat quand il s'agit de parler de manga ou d'une série ou d'une histoire en général. Le spoil! Pour éviter cette section, pour ceux qui n'auraient pas vu le manga, cliquez sur ce bâton qui vous permettra de sauter la partie. L'éviter. Pourquoi je passe à la subjectivité? Eh bien, comme j'apprécie beaucoup les mangas, en parler de manière objective me détachait trop de ce dernier. Et j'aimerais vraiment vous faire découvrir ces mangas pour le plaisir que j'en ai eu à les découvrir par moi-même. Et donc, je vais détailler 3 points importants qui font que j'ai apprécié ce manga. N'hésitez pas à me faire part des points que vous avez aimés ou détestés dans ce manga dans les commentaires. Bon, c'est parti! Bien évidemment, le personnage central est pour moi l'un des points les plus forts et les plus intéressants de cette série. Lelouch V. Britannia, ou Lelouch Lampe Rouge, est orgueilleux, calculateur, intelligent, charismatique, attachant, impérial, joueur, imprévisible, acteur, et surtout, il est beau. Même si la qualité du dessin rend tout le manga assez bien fait graphiquement, je trouve le personnage de Lelouch particulièrement bien fait. Ses faciès sont variés et peuvent tout aussi bien représenter l'impertinence que la colère, mais aussi la grandeur du personnage. Mais il n'y a pas que son physique ou sa personnalité qui me plaît. Ses relations et son histoire sont tout aussi attachantes. Il faut tenir compte de tous les aspects du personnage. En plus d'avoir une triple identité, en tant que Lelouch Lampe Rouge, Lelouch V. Britannia et Zero, il entretient des liens totalement différents en fonction du personnage qu'il doit incarner. Et c'est ça qui fait toute la richesse de Lelouch. C'est un homme manipulateur qui sait se sortir de toutes les situations en fonction du rôle qu'il incarne. Son génie, ses actions, ses préméditations, ses échecs et les manières dont il les appréhende sont un magnifique panel pour un maître du monde, un génie du crime, un maestro du chaos et du changement. Il serait un apôtre de Zinch que ça ne m'étonnerait pas. Ah ouais, tu te permets de faire un rapprochement avec un autre univers comme ça. Ouais, et si t'as quelque chose à redire, je te remets dans le placard où je t'avais laissé au frais pendant 3 mois. Oh non, pas la chambre noire. Depuis notre retour, le NSA n'a plus jamais trouvé le sommeil. Et
il parle avec sa peluche, de manière bizarre, dans un coin de la pièce. C'est vraiment flippant. Hannes! Hannes! Ouais, c'est flippant. Mais pour en revenir sur le louche, il est exactement, pour moi, le parangon d'un anti-héros dans toute sa splendeur. Et son histoire, pavée de victoires et de victimes, est l'une des plus cinglantes et intéressantes que j'ai pu suivre dans ma vie. Et ainsi se conclut le premier point. Bon, passons au point 2. Qui va me le présenter? Ça va être l'un de vous. Eh bien la brute, tu nous présentes le Geese? Oh oui! Le Geese. Le Geese. Pouvoir mystique qui transforme ce manga d'un drame sociopolitique mondial compliqué en une histoire science-fictive aux nombreuses sous-intrigues et intrigues. Du pur bonheur. Le Geese apparaît pour la première fois à la fin du premier épisode. Mais le louche va réellement le décortiquer et l'étudier sous toutes ses coutures. Il fait des tests sur plusieurs personnes et découvre ainsi ses forces, mais aussi ses faiblesses. Dans la saison 1, nous ne connaissons réellement qu'un à 2 Geese différents. Car oui, si le Geese est si intéressant pour mériter la seconde place de ce top 3, on avait dit que ce n'était pas un top 3. C'est parce qu'il en existe plein sous différentes formes et qu'ils sont distincts en fonction de chaque personne. Le louche, et son don inné à diriger, va se voir renforcé d'un Geese qui lui permet de donner un ordre. Un seul et une fois uniquement. À une personne qui doit avoir un contact visuel direct. Elle ne peut pas refuser cet ordre, et même pire, si c'est un ordre comme « ne meurs pas », elle continuera à appliquer cet ordre même après qu'elle ait passé une situation critique particulière. Si vous voyez ce que je veux dire. Son Geese lui permet donc de diriger. Mais Mao, autre personnage que l'on croise dans la saison 1, a un autre Geese, qui lui permet d'écouter les pensées des gens. Mais il ne contrôle plus son pouvoir, et il écoute maintenant passivement toutes les pensées des gens aux alentours de lui. Et il s'en sert pour manipuler les gens autour de lui, pour qu'il fasse ce qu'il veut. Il est plus mesquin et tordu que le louche sur ce point, et j'aime son talent pour la torture psychologique. Toujours est-il que le Geese n'a pas que ces deux formes. Certains peuvent se faire aimer passivement de tous, d'autres peuvent manipuler la mémoire des gens, et d'autres encore peuvent manipuler les gens comme des pantins. Son origine aussi est voilée de mystère. On sait déjà que la première apparition remonte à l'époque du Moyen-Âge, mais est-ce qu'il ne viendrait pas d'avant? Est-ce que Jésus a utilisé le Geese pour convertir ses fidèles? Est-ce que César a fait appel au Geese pour vaincre les Gaulois? Est-ce que Ramsès II a utilisé son pouvoir pour dominer toute une nation? Est-ce que Lucie a dominé la préhistoire? Pardon. Et c'est ainsi que ce manga, qui aurait pu être une bête prise de pouvoir politique avec un petit peu de drame à côté, se transforme en quelque chose de plus mystique et puissant, rajoutant des sous-intrigues et des retournements de situation presque inattendus à certains moments. En résumé, le Geese c'est cool. Allez, il ne reste plus qu'un point. À toi le bon. Merci. Bonjour. Alors, l'univers du manga. Eh bien, on peut dire qu'il est complet. Oui. On commence le tout premier épisode par une présentation du contexte géopolitique du monde actuel, ce qui permet de découvrir un univers alternatif dans lequel les États-Unis, ou Britannia, auraient développé leur impérialisme jusqu'à la domination mondiale. Nous redécouvrons alors notre planète bleue sous un autre jour. Quand Ichiro Okuchi a imaginé son univers, il l'a bien bossé. L'univers est un monde en guerre, dominé par des factions aux objectifs divers. Mais dans la saison 1, on se concentre principalement sur l'Empire britannia, et on mentionne les implications de certaines autres nations et empires du monde, mais de manière brève et arbitraire, du point de vue des protagonistes et de Britannia.
Néanmoins, on en apprend beaucoup sur le mode de vie de l'Empire britannique et ceux qui vivent dans les zones, comme la zone 11 qu'est le Japon. On peut ainsi généraliser ce que l'on voit et imaginer que l'intégralité de l'Empire britannique est composée de tragédies dans le même cas que cette zone. Tout l'univers est construit, ordonné et évolutif. Oui, car les actions que les personnages font ne restent pas inaperçues et ont un impact sur leur environnement. Sur ce cas, on peut clairement dire que To Love Ru fait mal son job, car même après les événements de la fin de la saison 1, ou pendant la saison 1, rien ne change dans le monde. Et oui, je fais un parallèle sur l'une de nos anciennes vidéos. Allez la voir. Cliquez, cliquez. S'il vous plaît. Pour en venir au sujet, fin saison 1 de Code Geass, la première tentative de Zero pour renverser Britannia se solde par un échec. Mais ce qu'il a fait n'est pas resté dans les ténèbres, ou n'a pas été effacé par Britannia. L'univers va alors s'organiser avec les événements de la saison 1, et nous sortir alors une suite qui mérite amplement de ne pas la considérer comme un remake de la première. Les enjeux sont presque les mêmes, mais d'autres viennent s'ajouter. La carte du monde s'élargit, et on commence à découvrir le reste de l'univers, avec la Fédération chinoise qui vient presque prendre une part bien plus importante que Britannia dans le manga. Et c'est là que l'on peut vraiment voir l'ampleur du projet de Lelouch. Ce n'est plus une simple défaite de Britannia au Japon, comme ça l'était dans la saison 1. C'est devenu une guerre pour la défaite de Britannia dans le monde entier. Mais le manga ne se construit pas que sur ça. Il va développer d'autres points comme on en parlait, la Brute et Darky. Tout cet univers réglé comme une horloge qui s'érode progressivement au fur et à mesure que le temps passe et au fur et à mesure des actions de ses rouages. C'est pour moi un magnifique point important pour ce manga. Pas autant que Lelouch ou le Geass, mais il est très très bon. Il est vrai, de nombreux points n'ont pas été abordés. J'aurais pu parler du graphisme, des personnages secondaires aussi développés, des intrigues sous-jacentes, de l'aspect manichéen ou non du manga, de la légèreté qui peut être aussi présente pour rafraîchir le manga, etc., etc., etc. Mais ce sont les trois choses qui font que pour moi, ce manga est grandiose et que je vous le recommande d'aller le regarder. Et même si cela ne vous convainc pas, eh bien, attendez de voir les questions que je vais vous poser. Et peut-être y trouverez-vous un intérêt à le voir pour y répondre. Normalement, c'est maintenant que ceux qui ont passé la partie précédente arrivent. Alors on va leur faire une petite blague. Et c'est comme ça qu'ils enfoiraient leur pizza géante. Oups. Et maintenant, les questions. Elles aussi vont subir un petit changement. J'essaierai de traiter de 2 questions, si j'arrive à en trouver 2, qui traiteront plus du manga dont je suis en train de parler. L'une sera pour tout public, je veux dire par là des personnes qui n'ont pas vu la série. Et l'autre sera pour toutes les personnes qui ont déjà vu le manga. Et c'est dans l'optique uniquement de faire réagir les personnes qui ont déjà vu ce manga sur une question un petit peu polémique. N'hésitez pas à me répondre en commentaire ou par mail, je choisirai alors les meilleures réponses, les plus folles et les plus farfelues, ou les plus logiques, et je les ferai apparaître dans la prochaine vidéo. Voilà. Et c'est à vous. Le Geass est un pouvoir que l'on découvre dans la saison 1 au tout premier épisode. En se basant sur ce que l'on sait au début, avec la découverte du Geass par Lelouch, qui aurait été le premier utilisateur du Geass dans l'histoire du monde, selon vous? J'attends vos meilleures explications farfelues pour cela. Et voici la question spoil. Je vous laisse 5 secondes pour cliquer sur mon visage pour passer. Voilà. Cliquez de rage. Cliquez. Allez-y, cliquez. Revenons aux événements de la saison 1, sur la proposition du vice-gouverneur de la zone 11 aux Japonais. Si Lelouch et Euphemia n'avaient pas eu ce problème de Geass, pensez-vous que cela aurait pu signer ainsi la fin de l'histoire du manga pour les Japonais? Quelles auraient été les conséquences historiques sur cette alliance? J'attends aussi de belles théories sur ça. Merci à tous d'avoir regardé ce 5e épisode de Manga Pod Présentation, MP2. Désolé encore du retard, mais merci quand même d'avoir regardé ce 5e épisode. Et ainsi se termine cette première saison de Manga Pod. Je suis quand même assez heureux de ce que j'ai accompli personnellement.
Même si je n'ai pas encore beaucoup de vues ou d'abonnés, je m'amuse beaucoup à préparer ces épisodes, à les écrire, à les monter, à les tourner avec les autres personnalités et moi. Et j'espère que vous appréciez autant ce travail que je fais pour vous et pour moi. N'hésitez pas à faire le PBCFTP, ça nous aidera beaucoup pour la chaîne. Merci à tous et à très bientôt, car d'ici une semaine ou deux, je devrais sortir un nouvel épisode spécial, fin saison 1. Allez, merci à tous. Destiny.